tu devais définir en une ou deux phrases la Digital Factory vs la DSI, comment tu le définirais? La DSI est une direction qui est très orientée autour du delivery au service des métiers. Nous, on va être très organisé autour de l'impact et l'usage de nos utilisateurs finaux, nos clients ou nos partenaires. Après, je trouve que cette approche d'avoir des équipes qui sont concentrées sur l'expérience utilisateur, mais pas que d'un point de vue technique, mais avec le produit, le business, l'impact et la stratégie au global de l'entreprise, ça me paraît nécessaire. Souvent, on se pose la question, est-ce que les devs, les DevOps que j'ai, etc., c'est les mêmes titres, peut-être qu'on pourrait avoir les mêmes éques et tout et tout. Ouais. Sauf que nous, la façon dont on a construit nos équipes au plus proche de l'utilisateur final fait que on ne peut pas juste dire DSI, ça fonctionne. Mais parce que tu as une approche très équipe mais dédiée à un produit. Parce qu'on est une Digital Factory qui faisons du produit, qui faisons évoluer nos produits et pas juste de l'innovation. Bonjour Nicolas, bienvenue sur ce podcast de Inside DSI. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu accomplir de beau dans le passé. Et puis de pouvoir parler à tous les DSI qui aujourd'hui se posent la question notamment de la Digital Factory, de la transition vers ça, si c'est pertinent ou non dans leur cadre. Donc voilà, bienvenue. Bien, merci. Bonjour Cyril et merci pour l'invitation et hâte de pouvoir échanger avec toi là. Trop bien. Écoute, moi ce que je te propose déjà, c'est de te présenter et de pouvoir revenir un peu sur ton parcours. Bien, donc Nicolas Silberman, je suis aujourd'hui directeur de la Digital Factory chez BPI France et j'ai un parcours que j'ai longtemps qualifié d'atypique pour petit à petit me rendre compte qu'en fait on est beaucoup à avoir des parcours atypiques, mais pour bosser historiquement et principalement dans des sujets autour de la tech et du digital. Je ne suis pas ingénieur et c'est en ça que je le qualifie un peu d'atypique parce que j'ai une formation plutôt gestion de projet multimédia, même si j'ai fait un an de droit. Je voulais voir un peu ce que ça voulait dire, le droit dans le multimédia, mais rester dans les bouquins, ça n'a pas été le sujet pour moi le plus de prédilection. Et ensuite, j'ai commencé dans de la gestion de projet pour un fournisseur d'accès AOL qui n'existe plus aujourd'hui. Puis j'ai pris des rôles de CTO dans de la presse avec 20 minutes, puis Mediapart. Puis j'ai basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça a été 4-5 ans absolument passionnants, difficiles, mais très enrichissants. En tout cas en termes de connaissances et d'expérience, pas le reste. Idée qui t'était venue d'ailleurs de ton parcours précédent. Oui, complètement. On était autour d'un petit outil qui permettait de simplifier la création de petits clips vidéo et qu'on avait compris comme étant certainement un usage opportun de part de notre expérience média avec mon associé, mais qui répondait pas à un réel problème quand on est en tout cas commercial ou quand on fait du produit, et on avait un truc qui était top mais on n'a pas réussi à trouver le product market fit. Ok, hyper intéressant. Et après, j'ai fait un petit peu de management de transition parce qu'il a fallu que je réatterrisse financièrement pour retrouver un petit peu de stabilité, et j'ai pu bosser dans des univers complètement différents. J'ai bossé dans de la banque, de la mutuelle, mais j'ai aussi bossé dans de l'alimentaire, dans l'industrie du jouet. Et quelles étaient les problématiques un peu de tes clients justement dans cette période de management de transition? J'étais souvent contacté avec une phrase assez similaire qui était on a un problème, on ne comprend pas, la tech nous dit non, ils sont toujours en retard, ça ne marche pas. Ça existait est-ce même que à tu peux l'époque. venir nous aider? Bien sûr. Okay. Et souvent j'arrivais pour... j'étais recruté en presta sur une casquette plutôt CTO. Et je prenais rapidement cette casquette tech et produit pour aller en fait recentrer et se poser les bonnes questions. C'est pas en donnant une liste de courses à l'équipe tech que forcément ça va bien fonctionner. Encore faut-il savoir pourquoi on le fait, quels enjeux, quels problèmes on va venir résoudre, et comment toi, quand tu bosses soit avec des entrepreneurs, là c'est de passage de fondateur, cette notion de fondateur avec une startup qui grossit ou une scale-up qui devient plus importante et qui doit se structurer, ou alors dans des structures plus établies où là il y a des enjeux de politique un peu différents, de venir expliquer que
tu peux avoir une stratégie produit, mais il faut que l'organisation en fait soit produit. Et tu as été CTO d'ailleurs, sans avoir trop mis les mains dans le code dans ton passé ou alors Oui, j'ai mis les mains dans le code tout seul à côté. Ouais. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai eu la chance d'avoir un bien. ordinateur. Et à l'époque, c'était pas si fréquent que ça. Donc j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance et ça m'a toujours passionné. Ouais. Mais passionné au point de juste vouloir comprendre comment ça fonctionnait. J'ai appris à coder, à lire en fait le C. Juste pour savoir comment ça fonctionnait. Mais je me suis arrêté à du Hello World. Mais j'ai juste voulu comprendre. Et ça m'a toujours vraiment passionné d'essayer de comprendre. Et quand mon premier boulot en tant que chef de projet fonctionnel, parce qu'à l'époque on parlait de chef de projet fonctionnel et chef de projet technique, tu te retrouves avec la régie pub ou la direction produit, mais pas le produit d'aujourd'hui. Je parle du produit au sens plutôt produit marketing ou des choses comme ça. Sûr. À aller comprendre nos enjeux et à aller comprendre le business. Et derrière, tu vas voir les développeurs pour aller corriger avec eux du HTML. Ouais. J'ai toujours été très à l'aise et pour autant, je développais pas. Alors, j'ai développé à côté. J'ai fait un premier site web à 17 ans pro, enfin qu'on m'avait payé pour. Ça avait été pour moi La Saint Graal, première le truc aventure dingue. entrepreneuriale. Mais j'ai appris à développer correctement pendant pas mal d'années. J'ai même été à un moment président de l'association des utilisateurs français de PHP, le langage de programmation. Ouais. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Mais quand j'ai rejoint 20 minutes, tout ce qui était développement pur et dur, je l'ai laissé aux développeurs et je m'entourais de gens qui étaient bien meilleurs que moi. Et j'ai commencé à être pris de passion plutôt pour les questions d'architecture logicielle et d'infrastructure, ou notamment pour un 20 minutes, quand il y a une épée de Damoclès en permanence parce que il peut y avoir du jour au lendemain une grosse actu, mais une grosse actu, c'est la mort de Michael Jackson. Ouais. C'était même à l'époque où j'y étais, la mort d'une animatrice, le décès d'une animatrice qui s'appelait Super Nanny, une émission sur M6, extrêmement aimée, je pense, par le grand public. Et ça a fait un pic d'audience pendant un moment qui était énorme. Donc, toute l'infra doit et ça, il fallait que ça tienne bien sûr. tout le temps. Ouais. Et donc, ça m'a passionné très, très, très rapidement. Et pour autant, la tech, comprendre comment ça fonctionne, essayer d'apporter vraiment de la bonne valeur pour le produit, pour le business, et pas être uniquement un exécutant. Ouais. Et c'est un peu ça qui me drive au quotidien. Et c'est ça qui a c'est ça qui a attiré et fait ta valeur aujourd'hui, c'est que tu arrives à parler au business, puisque justement tu comprends leurs enjeux, et ensuite tu arrives à les traduire aux deux pans qui permettent de construire les produits digitaux d'aujourd'hui, donc le produit et la tech, quoi. Ouais. C'est ça qui est assez impressionnant. Et dans l'autre sens aussi. Et à l'inverse. Parce qu'en fait, bien sûr, dans ce sens-là, je ne vais pas dire que c'est facile, loin de là, mais c'est important et je pense que beaucoup sont capables de le faire. Dans l'autre sens, je ne suis évidemment pas le seul à être capable de retraduire les enjeux tech pour le business, mais être à l'aise dans les deux sens, c'est assez, ça aide beaucoup. Ça fait toi un vrai stratège. Et c'est super important, mais ne serait-ce que pour les équipes, en fait. Je vais beaucoup sur le terrain voir les équipes et pas juste avoir des comptes rendus et des dashboards, mais essayer de comprendre leurs vrais problèmes, leurs vrais enjeux du moment et voir comment je peux les aider, ces équipes-là, mais aussi qu'est-ce que je peux en apprendre pour toutes mes équipes. Trop bien. Et donc, il faut savoir traduire dans les deux sens et faire avoir ce rôle-là. Il est très, très important. Trop bien. Donc, expérience chez 20 minutes. Ouais. Et ensuite, donc, en tant que CTO, avec une approche assez produit. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené vers Alors, en tant que CTO, avec une approche assez produit chez 20 minutes, mais pas encore très marquée, parce qu'on ne parlait pas de ça à ce moment-là. Ouais, c'était pas le produit. C'était quelle année, ça C'était 2006-2010. D'accord. Donc, c'était plutôt des projets. Mais comme on crée la direction du digital à ce moment-là, on était de toute façon sur le produit qui était le journal, mais en ligne. Donc, pas un PDF, mais un vrai site web d'actu chaude. Ensuite, Mediapart. Alors là, un petit peu différent. Il n'y avait pas de produit. Mais un enjeu de faire passer la boîte qui avait d'abord eu une approche de qualité journalistique, qui avait tout mis là-dessus et qui a ensuite a évolué vers toutes les fonctions, on va dire, un peu transverses et support. Et en fait, la tech, dès le départ, parce que
quand on a une activité qui est 100% digitale, on doit à un moment quand même reprendre la main complètement et pas laisser, surtout pour un journal qui est indépendant. Il y avait quelques prestataires au début, il a fallu reprendre complètement le contrôle une fois que le modèle était validé pour se dire, bon, maintenant on a 15 000, 20 000, 30 000 abonnés, comment est-ce qu'on va sur les 200 000 abonnés? Ce qui est arrivé à ce moment-là, justement. Je suis arrivé au moment où il fallait consolider tout ça. Excellent. Pour qu'aujourd'hui, ils en sont, je ne sais plus, mais il y a plus de 200, enfin le média fonctionne bien sur ce business de l'abonnement et d'essayer de les mettre dans cette direction-là. Donc c'était assez passionnant, mais c'est une des raisons qui m'a fait commencer à voir un petit peu ce que je voulais voir après, parce que je faisais pas trop de produits, la boîte était encore assez jeune et les fondateurs étaient extrêmement présents et c'est leur produit. Et en plus, c'est quand même un produit au sens, en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment très 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 lié au journal, aux journalistes et aux enquêtes et à toute la valeur ajoutée qu'ils pouvaient apporter, plus la communauté Mediapart. Donc difficile de se faire une place quand on arrive après. T'as jamais réussi à t'approprier vraiment le produit? Non, mais je l'ai peut-être pas cherché non plus parce que j'avais déjà beaucoup d'autres sujets à faire qui étaient passionnants là-bas avec eux. Mais ça m'a donné pas un argument, mais en tout cas une envie assez forte d'entreprendre. Trop bien. Et donc je suis parti plutôt en bon terme de chez Mediapart et j'ai entrepris une start-up. Ça a été génial, on a été la première promo, d'ailleurs sélectionné dans la première promo à Station F. On a eu des investisseurs assez sympas dont la famille Dassault, donc c'était très très intéressant comme discussion, comme échange, comme niveau aussi pour moi de parler de tech à des financiers. Et essayer un peu de faire vivre la boîte. Même la dernière année où je me suis retrouvé tout seul et du coup à devoir aussi faire de la fonction sales. J'ai dû aller vendre et pour ça il a fallu qu'on m'explique. Je connaissais, j'étais persuadé de connaître les métiers des commerciaux. C'est un peu différent quand tu arrives sur le terrain. Mais c'est fondamentalement différent, faire de la prospection à froid, mais il faut apprendre à parler, à écouter, pardon. Surtout pas parler quasiment. Essentiel pour un produit d'ailleurs, d'aller sur le terrain. C'était un peu une première mise en épreuve. Ça a été pour moi effectivement les échecs. On s'est pris des belles portes parce qu'on s'est planté sur plein de trucs, et normal. Et ensuite confronté je vais sur le terrain de mes clients, même pas de mes utilisateurs, mais de mes potentiels clients, et écouter, les laisser parler pour que je puisse reformuler derrière et dire regardez, je vous ai bien compris, voilà ce que je vous apporte. Ça a été assez passionnant, très difficile quand on est côté commercial parce que vraiment j'admire toutes ces personnes qui surtout en prospection, le closing c'est un peu différent, mais toute cette partie prospection est très très difficile. Est-ce que tout product manager ne devrait pas passer d'ailleurs par ce pôle sales pour aller forger sa culture de la discovery? Ça dépend des produits, ça pourrait être assez intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens là-dedans, parce qu'effectivement, quand on parle de discovery, on va essayer de voir ce qui se passe. Mais d'ailleurs, je vais refaire un bond en arrière. Quand j'étais chez AOL, tous les 18 mois, on devait aller voir 4 clients ou anciens clients avec une directive, les laisser parler. On ne devait pas répondre à leur place et on ne devait pas donner des bonnes réponses. Et notamment, j'ai vu un client d'AOL à ce moment-là qui nous avait dit, avec la collègue avec qui j'étais, moi ce que j'adore avec vous, là dans votre nouveau logiciel AOL, c'est le petit cœur où quand je tombe sur une page que j'aime bien, je peux appuyer dessus et comme ça je peux la garder et revenir plus tard. Le mec nous réexpliquait les favoris. On n'avait pas le droit de lui dire mais ça fait 10 ans que ça existe, tu peux c'était pas possible. Et tellement enrichissant pour ta découverte du produit et de savoir comment les gens l'utilisent réellement. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas mal utilisé ou bien utilisé. Ils l'utilisent comme ça. Quand moi, où ça continuait à confirmer ses convictions, où l'approche et la compréhension du produit et de se poser les bonnes questions était importante pour moi, c'est aussi quand des développeurs venaient, on leur soumettait un bug qui revenait du terrain, que le service client venait nous dire il y a eu un problème là, et que la première réponse d'un développeur, c'est de me dire mais de toute façon, c'est pas normal. Pourquoi il est là? Il devrait pas cliquer là-dessus. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il l'utilise comme ça. Oui, en fait, la réalité, c'est qu'il l'utilise. Alors, on n'avait pas encore tous ces outils. On a des super outils aujourd'hui pour comprendre le comportement, les rage clics, etc. Enfin, on a des choses qui sont passionnantes pour justement essayer de voir où il en est. Et alors, quand on rajoute l'IA, ça va encore plus loin. Mais déjà dans le mindset, que ce soit le côté PM ou le côté sales, il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans et qui fait que j'ai toujours aimé ça.
c'est l'usage, le client final au bout de la chaîne. Donc ça, c'était belle aventure quand tu étais dans l'univers, dans l'écosystème entrepreneurial. Dans l'écosystème entrepreneurial, c'est comme ça que j'ai connu BPI France d'ailleurs réellement. On a eu quelques subventions ou avances ou des prêts avec eux. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait donc juste après Alors j'ai arrêté ma startup parce que il y a un moment il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus d'options de quoi que ce soit. On a failli se faire racheter, mais ça s'est pas fait, donc ça s'est pas fait. Ouais. J'ai fait pas mal donc de management de transition, CTPO au final, quelques due diligence tech aussi, ça c'était assez passionnant. Et il est souvent à venir essayer de réorganiser un petit peu l'orgatech, apporter du produit quand c'était pas le cas, apporter peut-être un peu d'agilité ou des choses comme ça parce que ok on fait des post-it, enfin du Scrum, mais c'était pas vraiment de l'agilité, donc d'essayer d'avoir ces bonnes discussions, ces bonnes réflexions et parler quand même infra, architecture aussi pour parfois un petit peu calmer la fougue de certains développeurs un peu trop juniors qui vont trop loin par rapport au niveau de maturité du produit ou des équipes. Et puis j'étais très très bien. J'adorais, vraiment, j'étais super, j'avais mon emploi du temps à moi, je faisais ce que je voulais. Honnêtement, c'est en plus très bien payé parce que j'étais pas porté par une boîte, j'étais tout seul. Donc après mes aventures entrepreneuriales, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça peut prendre un peu de recul, et de se dire que finalement dans 2 mois en fait. Ça va aller, on pourra toujours payer le loyer. Et là j'ai été contacté par une filiale du groupe TF1 qui s'appelait Unify et qui était le regroupement de plusieurs sites qu'ils avaient rachetés au féminin, Doctissimo, Marmiton, Cinet, ZDNet, Gamecult qui m'ont demandé de venir prendre la direction tech et produits. Trop bien. Avec un objectif particulier. Il y avait trop d'équipes qui étaient trop de verticales vraiment en place qui permettait pas une part média une part média, on avait une équipe Marmiton, une équipe Doctissimo, une équipe au féminin, etc. Et quand tu t'appelles Unify, que l'idée c'est d'unifier c'était unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque. Ok. Ce qui est super complexe d'ailleurs parce que tu dois garder une certaine culture de marque tout en ayant une approche commune. C'est une vraie conduite du changement en fait que tu as dû mener. C'est une vraie conduite du changement avec déjà des directions de marque qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon chacune, qui n'ont pas les mêmes types d'objectifs suivant la marque en question. Qui sont avec qui on doit en plus apporter la culture et l'organisation produit et notamment quand j'ai fait monter le niveau de seniorité des équipes produits, en plus d'avoir commencé à revoir l'organisation complète tech pour avoir vraiment des équipes très transverses, socle commun, des équipes très plutôt front utilisateurs finaux. Ce qui est, pour certains qui connaissent peut-être tout ce qui est autour de team topologies, cette typologie d'organisation des équipes qui m'est assez chère et familière. Il a fallu aussi trouver le bon positionnement des équipes produits, apporter la nuance entre PM et PO, PM plus delivery, discovery, PO plus delivery, mais qui bossent ensemble parce qu'ils font une paire qui est nécessaire pour avancer, mais pas au même niveau, et pour autant... il doit y avoir un lien très très fort, ils doivent rester chez moi. Et tu avais cette approche quand même de discovery dès lors que tu es arrivé, ou c'était très à l'ancienne, au chef de projet, et puis juste des techs qui exécutaient des tickets sans forcément d'approche très terrain? Alors il y avait un peu de tout ça. Il y avait le premier pain qu'on m'a dit, c'est on ne fait pas assez de discovery. Il y avait la direction, la régie, les autres équipes qui étaient aussi en mode... je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, on était une usine une usine à feature, en fait. Une sorte de gros entonnoir où il n'y a pas tout qui passe. Et c'est celui qui appuie le plus fort ou qui crée le plus fort qui finit par avoir raison. Sauf que ça ne peut pas être motivant pour les équipes comme il le faut, en tout cas sur le long terme. Et c'est ça qu'il a fallu commencer à reconstruire et qu'on a construit de plus en plus. On arrivait sur des choses plutôt sympas qui apportaient de plus en plus de valeur. Ça s'est arrêté d'un coup parce que c'était au moment de la tentative de fusion de TF1 et M6. TF1 a décidé de vendre Unify. D'accord. Pour se concentrer sur ces autres métiers qu'ils connaissaient bien. Et on a été revendu à un groupe média et du coup je suis sorti à ce moment-là. Parce que j'ai eu une opportunité qui était BPI France. Excellent. Et justement, on arrive à ta première aventure chez BPI France. Est-ce que tu peux me raconter un peu par où tu es rentré? Je crois que tu es rentré en CTO.
Est-ce que tu peux me raconter un peu le début et les objectifs qu'on t'avait donnés au tout début? Je suis rentré en CTO, mais en fait, on savait déjà que c'était pour prendre la direction de la Digital Factory parce que j'ai été recruté par l'ancien directeur de la Digital Factory qui était en train de programmer son départ pour entreprendre. Il y a pas mal de collaborateurs BPI France qui quittent l'entreprise pour entreprendre. Moi, j'ai entrepris. Que la culture de la boîte est assez orientée justement là-dessus. Non, la boîte, on bosse au service des entrepreneurs. On est là pour que les entrepreneurs, à toutes les étapes de leur vie, puissent évoluer, s'améliorer, grandir, aller jusqu'à l'international, etc. Et donc, il y en a beaucoup qui foncent là-dedans. Moi, j'ai fait l'inverse. Et donc, je suis arrivé dans ce cadre-là, officiellement en tant que CTO, mais en fait, quelques mois plus tard, pour prendre la place de l'ancien directeur de la Digital Factory et surtout pour passer une nouvelle étape, parce que l'ancien directeur de la Digital Factory, c'est celui qui l'a monté. Ouais. En quelle année ça a été monté, tu te souviens? Alors, question le piège. nom officiel, non, c'est pas une question piège, c'est qu'il y a le nom officiel de Digital Factory qui avait, je crois, à peine 1 an, mais il y avait la tech digital et toutes les activités autour du digital qui étaient là depuis plus longtemps, donc ça faisait peut-être, je crois, 3-4 ans, et qui avaient principalement pris leur place au moment du prêt garanti par l'État, au moment du premier confinement. Le fameux PGE. Ou le PGE qui a été donc garanti par l'État, mais distribué par les garanties distribuées par BPI France. Et là, vous avez eu un pic de demande énorme, j'imagine. Surtout déjà, on a montré qu'on avait réussi à monter une plateforme en 5 jours, où l'État nous passe commande d'une plateforme pour un jeudi soir, en annonçant qu'elle serait disponible mercredi matin à la France entière. Et on parle de toutes les entreprises. Enfin, je crois qu'en 24 heures ou 48 heures, il y a eu 1 milliard d'euros qui ont été sécurisés. Et au final, c'est 100 ou 150 milliards d'euros qui ont été garantis. C'est un des défis dont on parle encore, j'imagine, aujourd'hui dans les bureaux de la BPI. On en parle beaucoup, notamment dans les séances d'onboarding, pour expliquer d'où on vient. Et qui a été en grande partie mené par les équipes de la direction du digital dans laquelle fait partie la Digital Factory. Toute cette partie d'expérience et tout, et évidemment la DSI, parce qu'après, il y a toutes les questions de comment faire redescendre toutes ces infos, cette data, des questions d'auditabilité, etc., dans des systèmes plus robustes et faits pour. Mais nous, cette couche d'expérience, parce que notre mission, c'est créer la meilleure expérience digitale bancaire au service de l'économie française, la couche expérientielle dont on a la charge, à cette époque-là, ça a été la première grande démonstration de quand tu te concentres sur l'usage, l'expérience utilisateur et apporter de la valeur à ton client, peu importe la définition de client, mais pas à la demande d'un métier, vraiment au client, tu fais des choses fantastiques. Donc là, tu avais la pression quand même en arrivant. Tu as eu cette belle aventure qui t'avait été racontée. Tu as la pression, tu te dis, tiens, c'est moi qui reprends la suite de quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais sur lequel, en fait, tu sais que tu passes une nouvelle étape. Alors, est-ce que c'est de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, j'en ai aucune idée. En tout cas, on passe une étape, on passe une grosse marche. Donc, vrai enjeu. Qui est de se dire que pendant longtemps, on a avancé, construit à partir de très peu de choses, donc une capacité à pouvoir déplacer des montagnes assez forte. Et plus le digital, les activités côté digital grossissaient, plus on était déjà visible, mais surtout on était attendu en termes de sécurisation évidemment, de respect des process, d'éviter de réinventer la roue, de s'accoster plus facilement à des outils de la DSI, etc. etc. Et c'est vrai que dans les sujets que j'ai pu pousser moi, il y avait un vrai sujet de fond vis-à-vis notamment de la DSI, avec qui pendant longtemps il y avait un message qui était difficile, qui était ouais, mais nous au digital on fait des choses mieux, c'est plus cool, c'est plus machin, c'est plus bidule. Une certaine rivalité en fait entre DSI et Digital Factory, c'est comme ça que tu l'avais perçu? Ouais, rivalité ou vraiment des intérêts non alignés. Ouais, et également je pense un passif un peu compliqué, mais qui j'étais pas là, donc c'est difficile. Il s'avère que moi l'un des premiers sujets, les premières paroles que j'ai pu dire, c'est il n'y a pas de mieux ou de moins bien. On a juste des contextes qui sont complètement différents. En fait, j'ai même souvent l'habitude de dire que j'ai moins de problèmes que la DSI qui va devoir gérer un environnement logiciel et infrastructure qui est gigantesque, avec des enjeux d'auditabilité, des enjeux de sécurité, des enjeux de résilience, des enjeux de stockage, des enjeux financiers qui n'ont rien à voir avec moi. Si on veut schématiser, je fais des sites web. Alors la réalité, c'est que
c'est des applicatifs qui sont quand même plus complexes, mais globalement, on n'a pas les mêmes problématiques et donc on ne peut pas dire c'est mieux, c'est moins bien. On fait juste pas la même chose avec des postes qui sont en revanche à 100% identiques en termes de nom, des développeurs, des tech leads, des PM, des PO, et qui pour autant, quand on regarde, on a 60% de la job desk qui est commune et 40% qui ne l'est pas parce que les soft skills, le mindset, on ne cherche pas la même chose. On va aborder juste après, du coup, dans une prochaine partie, cette relation avec la DSI. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant à la BPI, dès tes premiers jours? Alors, déjà, avant même d'arriver, c'est pendant le process de recrutement. Parce qu'on m'a mis en relation avec BPI France. Ça fait 3 ans maintenant pour toi? Ça fait presque 3 ans, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai été mis en relation avec eux, mais 2 ans et demi que je les ai rejoints. Globalement, BPI France, BPI, Banque Publique d'Investissement. Mon parcours fait que banque, médias, c'est un peu étrange de me voir arriver là-dedans. Public, alors que j'ai bossé pour des boîtes dont l'objectif c'était le cours de bourse, c'était le CA, c'est très étrange. Donc je me suis dit banque publique, mais non, voilà. Mais la personne qui m'a fait rencontrer BPI France m'a dit non mais va voir, c'est intéressant. Et il faut reconnaître que l'approche et la transfo digitale qui avait été déjà amorcée par BPI France et le niveau de maturité des équipes digitales m'avait plutôt convaincu. Okay. Ensuite, tu connaissais en fait avant justement d'en parler avec cet ancien CTO, tu connaissais bien l'univers BPI, tu avais un peu regardé les approches. Mais comme toutes les mauvais, non mais je le connaissais plutôt dans un mode OK, BPI est là, mais faire un dossier BPI c'est compliqué. Moi j'avais galéré pour récupérer un financement pour plein de raisons. Des exemples qui faisaient. Tu connaissais en tant que client en fait. Oui, mais j'en avais fait une généralité qui est évidemment pas la bonne. Il y avait que le côté être au service des entrepreneurs, me retrouver de l'autre côté. Ouais. Je me disais c'est quand même intéressant ça. Ouais, carrément. Belle mission. Et donc j'ai appris à comprendre à quel point ils étaient concentrés sur l'usage, la recherche de l'usage, de l'expérience utilisateur de nos clients, nos partenaires avec qui on travaille. On travaille avec les banques, avec les régions, avec les réseaux d'accompagnement et évidemment les entrepreneurs. Et là j'ai compris que la direction du digital, qui est au même niveau hiérarchique que la DSI, on a le même patron, c'est le directeur général adjoint. Ouais. Avait un niveau d'autonomie et de légitimité sur on est en charge de l'expérience à ce niveau-là. Pas des collaborateurs ou une toute petite partie pour avoir des outils un peu le miroir de ce que peuvent voir les clients, mais globalement on va s'attaquer à tout le reste. Ouais. C'était le client en premier en fait, c'était vraiment le message. Le client et les partenaires, donc les clients indirectement, c'est-à-dire les banques ou les régions et les réseaux d'accompagnement qui sont directement avec les entrepreneurs. Ouais. Et j'ai pu comprendre qu'il y avait cette obsession du client, ce que j'imaginais pas dans une banque. Donc j'avais vraiment tout faux dans la caricature. Ça, tu as compris ça à l'onboarding, c'est-à-dire qu'on t'a vraiment... On t'a vraiment mis ça en tête pendant la phase de recrutement. C'est ce qui c'est un des gros points qui m'a le plus convaincu. Ça a été un petit coup de cœur de ton côté en disant j'ai envie de faire ça. Ouais. Et ensuite quand ils m'ont expliqué déjà ce qu'ils avaient commencé à monter d'un point de vue tech et infra, où là c'était assez cool. Parce que pareil, on va rapidement se dire non mais les banques super, mais ça va être du COBOL, ça va être du machin, etc. etc. Donc ça c'était bien. C'est quoi la première chose que tu as changé justement en arrivant toi à ton poste de CTO à la Digital Factory, de BPI? Alors, CTO, pas grand-chose, puisque ça a duré que quelques mois juste pour faire la transition, le temps qu'on officialise les choses. D'accord. Donc, j'ai assez rapidement pris la direction de la Digital Factory, donc, qui a la direction de la Digital Factory. J'ai tous les métiers chez moi. Ouais. J'ai le produit, la tech, la data, le design et toute la partie hébergement, infra. Vous êtes totalement indépendant d'ailleurs aujourd'hui vis-à-vis de la DSI sur cette partie infra. Vous avez des process en commun, mais on a pas mal de process en commun sur la partie infra et sécurité parce qu'il y a quand même un cadre général qu'il faut respecter, c'est nécessaire. Bien sûr. Mais on a un niveau d'autonomie qui est très élevé parce qu'on a pu démontrer assez rapidement qu'ils pouvaient avoir confiance et on peut faire tout ce qui est nécessaire pour nos produits, donc sans
sans venir impacter notre capacité à innover régulièrement, à délivrer très régulièrement, etc. etc. Donc j'ai tous ces métiers-là. C'est ces métiers, ouais. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de produit. Okay. Il y avait un gros plan de recrutement qui était en place sur les années à venir, notamment parce que comme on a grossi beaucoup d'un coup, on avait pas mal d'externes et il fallait qu'on retrouve un ratio interne plus important. Et la plupart des postes qui étaient ouverts, c'était des postes de dev. Okay. Des devs, globalement. Quelle est la répartition, tu penses, à ce moment-là, entre produit et dev ? C'est globalement, on est autour de 300. La répartition est à peu près la même encore aujourd'hui, parce que les recrutements qu'on a faits ont eu un impact sur les externes, mais on a globalement, ça fait quoi ? Ça fait, il doit y avoir un profil produit, tout type de produit, pour... non, c'est la moitié de dev, pardon. Tech, en fait, c'est 50% de profil tech. Le reste, ça va être du produit, de la data que je ne rentre pas dans la tech, du design. Et en fait, tu as réinternalisé toute cette fonction. J'ai réinternalisé une partie des produits, plutôt les seniors, les lead products, à la place des recrutements de développeurs. Parce que tu peux avoir des super équipes de dev, s'il n'y a pas la bonne vision produit, le bon lien avec le métier, donc on avait des super équipes produits qui sont toujours là, externes, mais externes. Et externes, tu n'as pas la même relation avec les métiers en interne. Tu n'es pas perçu pareil. Aussi bon soit-il, aussi impliqué soit-il, et on a de la chance de bosser avec des super prestats de plusieurs boîtes, il s'avère que tu n'es pas interne. Et ça a toute cette différence dans l'implication, dans ce que tu peux imaginer, parce que c'est ça aussi ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette organisation de BPI France, c'est que j'ai pris la tête d'une direction qui s'appelle Digital Factory, mais qui ne fait pas comme la plupart des Digital Factory dans les grandes boîtes. Elle ne fait pas que de l'innovation et ensuite va donner ses produits à une direction métier ou à la DSI. En fait, on va faire du build et on va faire du run, mais du run au sens où on va faire évoluer nos produits. On a une vision produit, une stratégie produit, des ambitions, des enjeux, de l'impact. Donc on va apporter des choses. Pas un produit pour le donner à la DSI. Non. Vous allez vraiment le suivre tout au long du cycle. On va travailler avec les DSI pour pas mal de choses, bien sûr, mais on va les faire évoluer en permanence et on continue de les faire évoluer en permanence. Et donc, recruter des profils produits était nécessaire parce qu'on peut avoir des super devs. Si on n'a pas cette vision, cette histoire à raconter, on fera du très bon développement, mais est-ce que ce sera le bon ? Est-ce qu'on va répondre aux bons problèmes, aux bons enjeux ? Est-ce qu'on aura réussi à accompagner la boîte et à tirer vers le haut toute la boîte ? Pas certain. Et le produit reste quand même la clé du succès aujourd'hui dans le fait d'atteindre des objectifs, de fixer des KPI pour être sûr que tel investissement qu'on va faire sera rentable. Et qu'est-ce qu'on va suivre pour mesurer le succès surtout du produit, quoi. Bien sûr, et ça on le fait en collaboration avec les métiers, de façon vraiment à ce que produit et métier bossent main dans la main le mieux possible pour se dire on va répondre à quelle problématique. Quand je suis arrivé, il y a pas mal de métiers qui venaient avec des solutions. Et nous réussir à trouver la bonne approche pour leur dire elle est très bien ta solution, voyons ensemble quels seraient les bons quel est le problème utilisateur et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme objectif, pour essayer en fait de les accompagner peut-être sur un autre terrain ou au contraire de confirmer leur conviction. Mais l'intime conviction que peut avoir un métier, c'est 0,1% de toute la recherche qu'on doit faire pour se dire là on a des convictions fortes pour telle et telle et telle et telle et telle et telle raison. Et qu'est-ce qui a été le plus dur justement ? Donc tu parles de toute la structuration produit, surtout au niveau des product managers, seniors, etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi justement dans la mise en place de cette structuration ? Donc c'est-à-dire vraiment des nouveaux profils qui arrivent. Il y avait une culture, j'imagine, à faire transparaître et à cultiver en interne. Alors, il y a eu plusieurs choses. La première chose très difficile, c'est que comme ça faisait plusieurs années qu'on était avec des prestats, là tout à coup on a des profils internes qui arrivent et les prestats étant très impliqués, très à fond dans nos projets et tout, ça a pu donner cette sensation de mais alors attends, est-ce que je sers encore à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, comment je fais du point de vue des prestats et tout, parce qu'on essaie de faire en sorte que
tout le monde soit traité de la même manière et de les motiver à fond pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans les limites du légal, parce qu'évidemment, on est à un moment où ils doivent partir, sinon ça pose d'autres soucis. Mais bon, ça a posé plein de questions. Ça a généré beaucoup d'incertitudes aussi, de difficultés de compréhension de la part de tout le monde, parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Et même pour les profils, les PM qui nous ont rejoints, en fait, on était en création de poste, donc ce qu'on avait imaginé comme organisation n'était pas si clair que ça, pas si simple finalement. Et il a fallu encore revoir et réorganiser pour mieux définir les périmètres, qui était responsable de quoi, etc. etc. Et tu n'avais pas de CPO à ce moment-là, hein? Si, on l'a monté ensemble. Si. Okay. Il était pas encore attaché à ma direction et en discutant ensemble, il avait vraiment toute l'énergie, la qualité, l'expertise pour mener cette vision produit. Il était vraiment d'ailleurs très axé sur la culture produit et embarquer les choses. Vous avez fait les chantiers. Mais il fallait que le rôle, et on s'est dit en fait il faut vraiment qu'on ait cette tête au produit comprise, avec une équipe, une first line qui soit présente. Et forte interne pour ensuite embarquer tout le monde. Mais au même titre qu'un des premiers gros recrutements que j'ai pu faire, c'est aussi une CTO pour aussi reprendre un certain contrôle encore plus uniformisation des process côté tech. Les meilleurs liens avec la DSI et capitaliser encore mieux sur nos socles transverses à nous pour que quand on dépense 1 euro d'un côté, on évite d'en dépenser 4 de l'autre. Et ça, c'est des indicateurs qui étaient extrêmement importants pour nous pour justifier le fait que on avait une vraie stratégie, une vraie vision et pas on est tout fou au digital et on fait n'importe quoi. Et quel a été justement le bénéfice de cette structuration interne côté produit ? Je ne sais pas si aujourd'hui tu peux un peu le mesurer, tu vois, au quotidien. Ce que je vois, c'est que on est extrêmement challengé sur l'impact et l'usage qu'on peut avoir, mais encore plus que quand je suis arrivé. Donc pour nous, ça a été assez naturel d'avancer là-dedans. Le bénéfice, c'est que maintenant, la relation qu'on arrive à construire avec les métiers, et plus exactement, dans le succès de la transfo digitale de BPI France, il y a une direction au sein de la direction du digital qui s'appelle la direction des pilotes métiers, et qui sont des collaborateurs qui sont tous internes et qui sont tous en double rattachement la direction du digital et leur direction métier d'origine. Donc, ils ont un pied dans chaque direction. Donc, c'est des opérationnels, en fait. C'est des gens qui vraiment peuvent connaître le terrain de l'intérieur. Alors souvent, ils sont plutôt assez hauts quand même dans l'organigramme. Ça dépend des cas, mais surtout, ils ont pu être sur le terrain suffisamment bien. Ils ont une vraie connaissance du business, du métier, des enjeux de leur métier. Et pour autant, ils ont une bonne compréhension, une très bonne compréhension et connaissance des enjeux de la culture du digital. Et on a tout fait pour que le lien avec les PM internes et les PM soit le plus fort possible. Et c'est ce sur quoi on travaille encore aujourd'hui pour déplacer de nouvelles montagnes. Excellent. Et ça se traduit par, rien que l'année dernière, en fin d'année dernière, quand on a commencé à travailler sur nos enjeux de l'année 2025, on n'était pas à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Ce que on pourrait voir de façon assez classique. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Il faut faire de l'IA, c'est l'année. Évidemment, ça, on a de l'IA toutes les sauces. Mais on a vraiment ce truc qu'on avait initié il y a 2 ans, puis cette année sur, l'année dernière et encore plus cette année, sur c'est quoi nos vrais problèmes ? C'est quels sont les objectifs de ma direction et quels enjeux je peux avoir sur le digital et comment je mesure la réussite de ces objectifs dès le départ et d'essayer de se dire en fait je veux régler ce problème-là que je mesure comme ça. Et nécessaire d'ailleurs parce que j'imagine que tu les investis beaucoup, tout ce pilote métier sur l'atteinte des objectifs. Donc c'est-à-dire vous avez tel problème qui est remonté des utilisateurs, ok, quel ROI on attend derrière si jamais on met en place telle solution, et donc tu fais le ratio coût effectivement vs gain pour voir si c'est rentable, quoi. Les pilotes métiers ils vont pas forcément, ils vont avoir cette vision utilisateur, mais ils vont aussi la vision métier pure et dure en fait. Donc ça rajoute ce que
un PM ne va pas forcément avoir ou pas autant parce qu'il n'aura pas eu la même expertise terrain Tout à fait. que Ce qui les le empêche pas pilote. d'aller sur le terrain d'ailleurs. Évidemment, D'accord. on leur demande, ils le font et c'est super important. Ouais. On a des sessions de formation et aussi des sessions où on va voir les équipes, on va voir les utilisateurs, on va faire des interviews régulières auprès de clients. Nécessaire. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Une chose que tu retiens pour l'année à venir comme objectif sur ton travail. Il y en a deux. Il y a évidemment l'IA. Je Ouais. pense qu'on va peut-être en reparler un petit peu parce Ouais. qu'il y a de vrais enjeux de pas juste saupoudrer avec de l'IA, de la data et dire tiens, j'ai un produit, qu'est-ce que l'IA peut faire dessus parce que c'est pas l'approche qu'on a voulu Ouais. tenir. Donc là, il y a un gros sujet. L'autre point qui est très important pour moi, c'est que on passe des étapes petit à petit et que aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un point où il y a des produits très techniques ou des produits à destination des utilisateurs finaux qui sont beaucoup plus matures qu'il y a 2 ans Oui. et qui certainement méritent une organisation un petit peu différente en termes de dispositifs d'équipe qui les maintiennent, Oui. qui se rapprochent peut-être plus, je ne vais pas dire forcément du run, mais qui en tout cas, quand on dit le mieux est l'ennemi du bien, Ouais. en fait, c'est déjà très bien. Gardons-les comme ça, bien, Oui. faisons-les évoluer avec toujours cette question sur l'impact et pas du maintien en conditions opérationnelles à juste débugger, toujours apporter des choses, mais le niveau de maturité et d'innovation attendu n'est plus le même. Là où tu Comparé, avais une équipe qui était dédiée en fait dans Dédiée, la phase plus de build petite. au produit, Ouais, là ouais. elle est moins dans la phase de run, tu veux dire, tu es en train de en tout cas, on se réfléchir. repose ces questions-là Ouais, d'accord. pour pouvoir se dire comment est-ce qu'avec ce qui se passe là, avec l'IA générative, l'IA agentique, Ouais. la révolution complète des usages et que finalement notre utilisateur qui devient soit humain, soit agent, Ouais. va avoir avec BPI France, il faut qu'on arrive à dégager cette capacité de passer cette nouvelle marche. Trop bien. Et donc, pour ça, l'argent coule pas, encore plus en ce moment, enfin encore moins en ce moment. Ouais. Donc, ça nous force à nous dire où est-ce qu'on a mis suffisamment d'énergie et on va pas les arrêter, loin de là, mais on va mettre l'énergie qu'il faut pour continuer à les faire évoluer, mais pour dégager plus de capacité à faire de l'autre côté. Hyper intéressant ces enjeux Et ça, pour c'est l'année. ouais. Et là, c'est toute l'année, ouais. Maintenant, on va aborder l'univers de la Digital Factory. Ouais. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, la Digital Factory, c'est quand même assez nouveau. Ouais. Il y en a quelques-unes qui ont été montées et je pense que la BPI est vraiment une référence dans ce domaine-là. Si tu devais définir en une ou deux phrases la Digital Factory vs la DSI, comment tu le définirais? La DSI est une direction qui est très orientée autour du delivery au service des métiers. Ok. Nous, on va être très organisé autour de l'impact et l'usage de nos utilisateurs finaux, nos clients ou nos partenaires. Et donc derrière, discovery et delivery. Hyper intéressant. Donc pour moi, ça, c'est le positionnement est différent. Alors, il doit bien y avoir des exemples, des contre-exemples de partout, Ouais. mais c'est globalement ça. La complexité de la DSI, toutes les DSI, dans un environnement bancaire extrêmement régulé, Ouais. est pas simple. Et donc, on est sur une orga qui est un peu plus lourde, mais qui fonctionne, qui est comprise par les métiers, qui permet à la DSI de donner de la bonne visibilité, de s'engager sur des délais, etc. etc. Et ça, on a cette chance-là que la DSI se soit transformée ainsi, parce que honnêtement, elle délivre régulièrement et des choses qui C'est une DSI fonctionnent. plutôt moderne, quoi. Ouais. Et Ouais. on a la capacité de s'appuyer dessus, des questions de référentiel de documents, de référentiel de données de personnes, sur les flux financiers, la cyber, enfin tous les sujets sur lesquels la DSI bosse bien dessus. Heureusement qu'on les a pour pouvoir nous construire des applicatifs par-dessus. Nous, on va avoir un rythme très très lié à l'usage qu'on découvre et qu'on apprend. Ouais. Donc on va avoir une visibilité en termes de
C'est vous qui allez chercher en fait les de- besoins, les problèmes. Ouais, on va aller chercher les problèmes, Ouais. on va essayer de les comprendre et les répondre comme il faut. Et Là où surtout la d'itérer. DSI les récolte en fait Ouais, ils vont beaucoup plus- et les subit d'ailleurs même. Il y a plus de récoltes ou d'analyse de où est-ce qu'on peut avoir de l'amélioration en termes de performance opérationnelle, de choses Ouais. comme ça. Alors que nous, on va aller chercher les vraies solutions aux problèmes. Ouais. On va itérer rapidement, on ne va pas hésiter à essayer de se planter. À se concentrer vraiment sur le MVP mais réel, à y aller par lot de produire le plus régulièrement possible, apporter de la valeur le plus régulièrement possible, apprendre pour améliorer. C'est très 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 important et d'avoir des itérations. On a des sprints d'une semaine aussi pour ça. Enfin, dans la plupart des équipes, c'est des sprints d'une semaine aussi pour ça. Je crois que vous avez une approche très lean justement Ouais. à la BPI, donc vraiment cette approche terrain, d'éviter le gâchis, Ouais. de produire toujours avec un maximum de valeur. Ouais. Ça t'est venu d'où un peu cette approche que tu as voulu insuffler? Alors, le lean management est quelque chose qui est poussé, alors pour le coup, par BPI France depuis pas mal d'années. Au niveau général de la boîte. pour la transformation de l'entreprise sur cette approche-là, etc. Ce que moi j'ai voulu pousser beaucoup plus, c'est le lean engineering, qui est un de nos partenaires utilise énormément dans son quotidien et que je trouve particulièrement intéressant, que j'ai voulu venir faire infuser dans mes équipes et à plus grande échelle si ça s'y prête. Ça a été ton deuxième chantier avec Ouais, la structuration absolument. produit, ça a été le Ou, lean engineering. ouais, d'essayer de s'attaquer aux bons problèmes, en fait, de repérer le plus tôt possible les problèmes pour les réparer le plus vite possible, L'anticipation. en s'appuyant vraiment sur un ensemble d'outils, mais c'est surtout un mindset. Ouais, bien sûr. Cette approche d'aller les chercher, d'aller sur le terrain. Je vais voir des équipes, je vais voir 2 équipes par mois où je vais passer du temps avec elles, comprendre leurs enjeux pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre et qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux autres équipes et pour améliorer le système général, comment on donne de la visibilité en termes de management visuel, en termes de clarté, de transparence et d'apprentissage. On ne va pas faire juste, quand il y a un incident de prod, un Rex en disant bon bah voilà, là on s'est planté là-dessus et puis on va corriger comme ça et puis voilà. Non, on va faire une vraie résolution de problème au sens du lean, c'est-à-dire d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, trouver la vraie root cause et se dire comment est-ce qu'à l'avenir on peut ne plus l'avoir ce problème-là. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement, peut mettre en place concrètement et comment on le monitore, comment on le suit, comment on peut savoir si c'est un succès ou non. Donc on va plus loin justement pour se dire c'est en travaillant là-dessus qu'on améliore le système au global. C'est cette analogie que l'on fait souvent, en tout cas en ligne, avec la rivière où on navigue avec son bateau. Mais si on ne nettoie pas les cailloux qui sont au fond, le jour où il y a une baisse, une décrue importante, ça passe plus. et en fait, on essaie de nettoyer le plus vite possible tout ça pour qu'on puisse s'attaquer vraiment aux vrais problèmes quand ils arrivent et continuer à avancer. Impressionnant. Vous avez mis en place quand même quelque chose de solide et d'extrêmement véloce au sein d'une banque publique d'investissement. Donc c'est vraiment, on essaye. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu as une chose dont tu es particulièrement fier, un produit que vous avez sorti, un exemple à nous donner aujourd'hui depuis ton arrivée à la Digital Factory? Ouais, honnêtement, le plus intéressant aujourd'hui, où on est extrêmement fier parce que l'impact est assez dingue. Il y en a beaucoup et évidemment, tous mes collègues m'écoutent, ils disent ah, mais non, il y a comme celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Donc, faut que tu cites le mien. Il y en a beaucoup. Un des plus récents, en tout cas, qui est intéressant, c'est évidemment autour de l'IA, où on a créé un générateur de notes de synthèse en quelques mois, 3 mois, moins de 3 mois, la première version qu'on a pu rendre utilisable, qui leur prenait jusqu'à présent 4 heures à réaliser. Et donc tout à la main, en en Word, fait, à devoir dossiers, écrire, voilà, les fondateurs, le budget, les questions budgétaires, la concurrence, le scope, enfin tout. Et en fait, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir de l'impact et avoir vraiment pour eux une vraie amélioration de leur quotidien. Et on a fait ce générateur de notes de synthèse qui va faire une grosse partie de la note, autour de 60% à peu près de la note, mais ça fait une économie de 2h30 par note de synthèse qui normalement prenait 4 heures à écrire aux collaborateurs.
Donc là, aujourd'hui, il va pouvoir se concentrer vraiment sur la partie valeur ajoutée de la boîte qu'il va rencontrer, de sa connaissance du marché, du secteur d'activité, etc. Et que tout le reste va être correctement fait. Mais en plus, une note de synthèse, il n'y a pas un format type chez BPI France. Chaque direction régionale, ou en tout cas suivant les régions, il ne va pas exactement y avoir le même effort sur telle ou telle partie de ce document. Donc, il a fallu dès le départ qu'on s'adapte à ces spécificités qui font qu'aujourd'hui, plus qu'un POC ou MVP ou un proto, suivant les étapes du projet qu'on a pu proposer, on en vient à parler d'un produit de génération de notes, de synthèse, que d'autres directions souhaiteraient intégrer pour eux dans des contextes différents, mais des usages un peu différents, mais ça en devient un vrai produit qui a une vraie valeur perçue par les métiers. Et ça, c'est un vrai cas d'usage. C'est vraiment un énorme ça va plus loin que le cas d'usage, en fait. Au début de l'IA générative, il fallait avoir 150 cas d'usage, patati patata, mais qui apportaient rien, ou qui était très technique, qui venait prouver qu'on y arrivait techniquement. Exactement, nous, on l'a pris sous l'angle produit. Pour essayer de se poser la vraie question. On parle de quoi, à quel moment et qu'est-ce qu'on peut faire. Dès le début, on voit un gain de potentiellement 3 heures, 3h30 là-dessus. On y va et ça a montré ses preuves. Non, ça c'est un super succès. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, du coup, tu me disais que vous avez construit quand même quelque chose de nouveau entre la DSI et la Digital Factory, où vous arrivez à avoir une relation qui est vraiment très porteuse. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les relations que vous avez au quotidien et sur ce que vous avez construit justement entre la DSI qui fait beaucoup de run et qui prend... même d'ailleurs pas tant que ça en fait. Pas que du run, non, loin de là, heureusement d'ailleurs. Ils essaient d'innover, d'ailleurs ils font beaucoup de choses assez passionnantes pour innover et nous apporter des socles tech qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Ça, heureusement, parce que s'ils faisaient que du run, là, on aurait de sérieux soucis. On est des équipes qui sont très, très investies et on a cette chance-là. C'est juste difficile de comprendre tout ce qu'ils font parce qu'ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de sujets. Et une fois qu'on commence à comprendre tout ça, on voit à quel point il peut y avoir des synergies vraiment intéressantes. Vous êtes 1200 dans l'équipe au total, je crois? Je ne sais plus, les chiffres sont assez importants, mais il y a une grosse... Les équipes tech au sens très large sont assez importantes parce qu'on sait que l'avenir passe beaucoup par là et notre capacité à scaler sans pour autant multiplier les collaborateurs par beaucoup. On sait que la tech peut vraiment y répondre. Vous avez une grosse DSI et une Digital Factory à côté. Et les relations sont plutôt très très bonnes. Il a fallu reconstruire des relations, plus exactement du partage d'objectifs et de comprendre pourquoi. Pour nous, on n'est pas une direction parmi d'autres, mais un acteur est important et vraiment construire cette dynamique avec la DSI qui doit être forte, où pour avancer ensemble, il a fallu qu'on prenne nous le réflexe, par exemple, de faire redescendre nos enjeux business auprès des équipes de la DSI qui n'avaient pas forcément cette visibilité-là et qui, du coup, pour eux, ça rend extrêmement difficile cette capacité à prioriser correctement en l'absence de quoi que ce soit. Quand ils ont un taux de dispo de leurs applis de 99%, mais que ce 1%, en fait, moi, il affecte 50 ou 80% de mes utilisateurs, ça pose un souci. Mais si on ne leur redescend pas, si on ne les implique pas, si on ne partage pas les choses ensemble, c'est pas possible. Et si on ne fait pas l'effort d'aller dans leurs différentes cérémonielles, instances, etc., pareil, c'est pas assez crédible. Et là, aujourd'hui, fait vraiment un pas en avant. Enfin, chacun fait un pas en avant. Vraiment. Alors, c'était surtout à nous, il fallait qu'on le fasse. On a longtemps été tout seul, en mode c'est bon, machin, il y a là, tout ça. Et il a fallu qu'on fasse vraiment cette démarche-là. Elle était nécessaire et c'était un travail de fond depuis que je suis arrivé, de retrouver des bonnes relations avec les équipes de la DSI. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un de nos projets, par exemple, on leur a laissé une partie. Un des composants à développer, donc ils vont développer des micro front-end, un truc qu'on voulait tester en plus, et c'est eux qui vont le faire avec des technos pas forcément les nôtres. Ils vont s'appuyer sur certaines de nos API, mais les leurs aussi. Et on va essayer de faire intégrer tout ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas les résultats à partager aujourd'hui, mais ça a démarré depuis quelques semaines et c'est hyper prometteur. Donc on avance comme ça. Très bel exemple. Et aujourd'hui, quelle est ta vision, toi, justement, de la Digital Factory? Ça m'intéresse vachement. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une DSI qui souvent peine à innover, et malgré elle, bien sûr. Est-ce que tu penses que toute boîte demain devra avoir sa propre Digital Factory ou pas? En fait, ça dépend énormément du niveau de la DSI, de la maturité de la DSI et de la transformation de la DSI, et certainement de plein d'autres choses, mais plus la DSI arrive dans l'approche produit, mais pas au sens delivery, mais vraiment le côté discovery et les questions d'usage et de compréhension de l'utilisateur final,
plus les Digital Factory deviennent moins nécessaires. Ouais. Après, je trouve que cette approche d'avoir des équipes qui sont concentrées sur l'expérience utilisateur, mais pas que d'un point de vue technique, mais avec le produit, le business, l'impact et la stratégie au global de l'entreprise, ça me paraît nécessaire. Souvent, on se pose la question, est-ce que les devs, les DevOps que j'ai, etc., c'est les mêmes titres, peut-être qu'on pourrait avoir les mêmes équipes et tout et tout. Ouais. Sauf que nous, la façon dont on a construit nos équipes au plus proche de l'utilisateur final fait que on ne peut pas juste dire DSI, ça fonctionne. Mais parce que tu as une approche très équipe dédiée à un mais produit, parce qu'on est une Digital discovery. Factory qui faisons du produit, qui faisons évoluer nos produits et pas juste de l'innovation. Bien sûr. Cette approche pour moi de se concentrer sur l'impact et l'usage et la recherche d'usage fait que la Digital Factory fait sens dans ce moment-là. Bon, après, le problème, c'est que demain, tout va changer avec l'IA agentique. On va plus forcément faire des usines à formulaire, en tout cas moins. On va accompagner l'utilisateur dans sa démarche. Et accompagner l'agent pour découvrir nos services. Si demain on vient dire hey, Alexa, Siri, qui tu veux, j'ai besoin de 300 000 euros chez BPI France, ok Nicolas, voilà, l'argent est sur votre compte. Enfin, ça pourrait être ça. Et du coup, c'est quoi l'expérience de l'agent? C'est différent et tout aussi important. Donc ça s'appelle peut-être pas Digital Factory, ça peut s'appeler, il y a plein de façons de les nommer. Factory, ça reste usine, donc même nous, parfois ça nous fait nous poser des questions. Intéressant. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut une bascule de l'approche, c'est-à-dire d'aujourd'hui se baser sur l'utilisateur final, et qu'aujourd'hui, si la DSI y arrive par ses propres moyens, c'est hyper intéressant et il faut absolument y aller parce que c'est l'avenir. Maintenant, si elle a plus de complexité peut-être, essayer de créer une entité avec une culture différente et peut-être une mini-solution à court terme. Ouais, mais dans tous les cas, ça reste un partenaire nécessaire parce que sans eux, je ne pourrais pas avancer. Je pourrais faire des petits sites, je pourrais avancer des petites choses, mais je ne pourrais pas aller à l'échelle. Et ça, c'est très, très important. Après, est-ce que c'est forcément une Digital Factory intégrée à une DSI ou à côté? J'en sais rien. Mais cette approche usage utilisateur est très, très importante. Ok, hyper intéressant. Si tu devais demain recommencer une Digital Factory from scratch, même si tu es arrivé en cours de route, qu'est-ce que tu ferais? Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans ce projet, dans cette aventure, dans cette structuration même? C'est comme lancer une start-up. C'est vraiment se concentrer sur la valeur. En fait, c'est savoir que ce sont des enjeux de transformation digitale. Et ces enjeux de transformation sont difficiles parce qu'il y a plus d'échecs ou de freins que de réussite. Donc, il faut réussir à se féliciter pour la moindre petite victoire. On sait que ça va être long, mais que ça en vaut la peine, que le trajet en vaut vraiment la peine. Donc, il faut vraiment partir dans cet état d'esprit-là, de se dire qu'on a des convictions qui sont fortes, on sait que c'est la bonne approche, mais qu'il va y avoir de la résistance au changement qui est normale et qu'il faut démontrer par la valeur le plus rapidement possible. Et en fait, il faut constamment démontrer les choses et ne pas se dire que c'est acquis. Et donc savoir, moi j'aimerais mieux marketer la façon dont on travaille, la façon dont ce que tu commences à faire d'ailleurs, je commence à faire sur tes réseaux, c'est super important. C'est super important parce que sinon on est une boîte noire et quand on est une boîte noire, ça dans des boîtes plus grosses, c'est pas simple à gérer et il faut ouvrir cette boîte, il faut montrer, il faut assumer, il faut se planter et y aller ensemble parce qu'il y a plus de valeur à trouver qu'autre chose. C'est hyper intéressant cette analogie que tu fais avec justement la start-up où en fait, in fine, chaque euro que tu investis, tu dois en retrouver un peu la valeur après. Donc, tu dois pivoter extrêmement rapidement. Donc, potentiellement, tu te prends plus de murs qu'en temps normal. Et en fait, c'est un peu ça demain, la Digital Factory. C'est une mini start-up interne qui vient innover en permanence pour essayer de trouver son marché, que ce soit tes collaborateurs internes ou bien tes clients, tu vois, qui demain ont besoin d'un PGE si on reprend 3 ans en arrière. C'est hyper intéressant cette approche vraiment de valeur VS ce qu'on investit.
C'est à peu près ça. C'est bien résumé. Trop bien. Hyper intéressant. Merci Nicolas pour ce bon partage de ton aventure chez BPI. Ce que tu as construit est vraiment magnifique grâce à tes collègues aussi qui travaillent au quotidien et puis à ton prédécesseur à la BPI. Merci Donc, à toi, merci d'avoir partagé ces insights aux DSI et aux décideurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, écoute, j'espère qu'on se reverra très bientôt avec de nouveaux succès comme tu as pu nous en partager aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt.